Alors c'est parti, on va pouvoir démarrer dans quelques nous rejoindre dans quelques instants et puis Nadège qui est là aussi. Voilà, on vous voit être là présent, Caroline, on a Irène de là, Karine qui est là. Voilà, Marine de Bordeaux est là et puis voici maintenant Et nous voilà. Eric qui est entré. Bonjour. Salut à toi, tu vas bien? Impeccable. Super. Je te vois pas. Tu me vois pas, alors ça c'est, je ne sais pas, si, bah, peut-être marquez-nous un petit mot si vous nous voyez ou pas. Moi j'ai l'impression d'apparaître. Tu vois un écran Et noir, tu vois ouais, une je suis main. en écran noir et quand on a fait le test tout à l'heure, on a eu la même problématique et par contre à l'enregistrement parce que j'ai eu accès vite fait, c'est passé et je te voyais et je me voyais. Bon, alors ça doit être bon. C'est la découverte. C'est la première fois qu'on se retrouve sur Instagram pour faire des lives en direct. Et désormais, nous serons sur Instagram pour tous les regards croisés, les regards pratiques. Pour le travail de supervision, on passe tout sur Instagram, ce qui est plus simple, voilà, pour la gestion. Et puis on a nos collègues qui sont là. Je vois Emeline, Dina, Sandrine qui arrivent tous. Voilà, c'est un regard pratique sur le thème des addictions et quelle nouvelle vision, quels effets dans la pratique de penser l'addiction de cette façon-là. Et Eric, tout à l'heure, se présentera à vous. Là, il est tout juste 9 heures. Donc, nos collègues sont en train d'arriver tranquillement. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Instagram, vous avez en bas de votre écran, vous avez une boîte de dialogue, c'est-à-dire que vous pouvez laisser des messages, on les voit apparaître au fur et à mesure. Voilà Albert qui arrive aussi. On voit vos messages apparaître, ça veut dire qu'on pourra prendre vos questions, les questions que vous avez formulées, on pourra les voir. Vous avez un petit point d'interrogation en bas à droite. Si vous inscrivez des questions, vous pouvez essayer maintenant. Si vous inscrivez, peut-être vous en avez déjà. Si vous inscrivez des questions, on peut les voir avec Eric et ça nous permet de répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, des précisions à ajouter, vous pouvez essayer voilà, de les rajouter en bas. Bon, moi je suis Guillaume, je ne te vois pas mais je t'imagine. Bon, c'est parfait. Je ne sais pas si les autres, si vous nous voyez, marquez-nous un petit mot comme ça, on voit si on apparaît pour vous ou si c'est uniquement du son qui est là. Voilà. On a beaucoup de coucou. Virginie, peut-être, marque-nous un petit mot si tu nous entends pour nous dire si tu. Voilà, Albert dit oui. Ok, Voilà. Albert indique qu'il nous voit. Voilà, on vous voit. Bon, ben alors c'est parfait. bon, On se c'est bon. voit pas l'un l'autre, mais ok. Mais les collègues nous voient, c'est parfait. Alors on est parti, on démarre, il est 9h02. Je vous réindique donc à partir de maintenant, tous les regards croisés, les regards pratiques, les temps de supervision, toutes ces interventions offertes se feront par Instagram, en direct sur Instagram. Donc pour vous inscrire, il vous suffit d'aller, d'avoir créé bien sûr ce compte Instagram, et c'est ce que vous avez fait, et d'aller dans vos notifications, c'est en haut de votre panneau d'Instagram, vous avez un menu et puis vous avez notifications. Il faut que ces notifications, vous cliquiez live, vous cliquiez les stories, les réels. Si vous souhaitez être informé régulièrement, et on continuera par le biais de Winside, si vous êtes inscrit dans la newsletter de l'Institut Winside, on continuera à vous informer par le biais de la newsletter. Voilà, vous avez toujours le groupe pour l'instant de supervision pour les professionnels de l'accompagnement dans Facebook.
qui continue de fonctionner. Nadège se charge toujours de donner des informations euh, dans ce groupe-là. Voilà. Mais l'idée, c'est de passer tout par Instagram. Voilà, donc on va démarrer. Euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume Poupard, je suis docteur en psychopathologie et je suis le fondateur de l'Institut Winside qui dispense des formations pour des professionnels de l'accompagnement, donc des coachs, des thérapeutes, des professionnels de la santé. Et l'Institut Winside est orienté autour de l'hypnose, les thérapies brèves, solutionnistes, expérientielles, la thérapie mosaïque, la thérapie des états du moi. Et je suis le fondateur aussi de l'Institut Way Outside, qui est un institut qui propose des séminaires autour du transpersonnel, de l'accompagnement transpersonnel, spirituel, les pratiques chamaniques, l'hypnose de régression. Voilà, et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Eric, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, et dans un séminaire de formation, et on a continué à partager, à échanger, à travailler ensemble. Et j'aime la façon dont il aborde, dont il travaille avec les patients addicts. Vous pouvez suivre son compte Instagram. Vous verrez, il y a tout un intérêt à la fois pour l'addiction, mais aussi pour les hauts potentiels avec des pratiques spécifiques. Et si tu veux bien, Eric, je te laisse la parole pour que tu te présentes et ensuite pour qu'on ouvre cet échange en direct. Merci beaucoup Guillaume. Bonjour à tout le monde, bonjour tous les collègues. Je m'appelle Eric de Rubiana. Je suis psychopraticien, moi, thérapeute hors cadre conventionnel. J'exerce à Issy-les-Moulineaux depuis un peu plus d'un an, enfin presque un an et demi. Je suis issu d'une reconversion professionnelle. Alors, je suis de formation juriste au départ. J'ai exercé beaucoup de métiers dans ce cadre-là et 20 dernières années dans une grosse compagnie d'assurance. Et puis, j'ai pris le parti, à un moment donné de ma vie, de partir sur un autre chemin qui était celui de l'accompagnement, du métier de l'accompagnement. Et justement, c'est dans ce cadre-là où je t'ai rencontré, Guillaume, notamment. Et mon activité aujourd'hui, donc le cabinet est à Issy-les-Moulineaux et je l'exerce cette activité à 80% sur l'accompagnement individuel thérapeutique. Euh, et c'est au travers de ces accompagnements thérapeutiques justement, où m'étant formé à travers ton institut, alors outre ta formation en psychopathologie où j'ai découvert ce particularisme-là, ce parti pris que tu as sur la structure addict, j'ai découvert une autre possibilité, un autre regard en fait sur la psychopatho surtout, sur la façon dont toi tu la déclines et qui a été vraiment pour moi, je dirais, fondateur dans ma pratique. Ça m'a Ok, permis de... qu'est-ce qui fait le tournant entre ta pratique et les connaissances que tu avais à ce moment-là, et puis cette rencontre du modèle de psychopathologie que je propose? Qu'est-ce qui fait bascule? C'est quoi le point clé ou l'observation clé qui arrive? C'est vraiment cette forme, cette proposition que tu nous fais, cette forme de repérage en fait. Le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, le rapport à plus grand que soi. Première étape, quelle que soit la structure psychopatho. Et puis, il y avait dans l'addiction quelque chose qui me manquait. Ça m'arrivait, on m'envoyait des personnes en disant, je t'envoie quelqu'un, c'est un addict, je t'envoie une dame, c'est une addict, je t'envoie un monsieur, c'est une addict. OK. Mais dans mon quotidien, dans ma pratique, outre ce que je pouvais avoir vu, lu, comprendre sur ce qu'était l'addiction, et là on est plutôt sur la physiologie, sur la neurobiologie, de comprendre qu'une personne ne pouvait pas s'empêcher d'avoir les mêmes comportements de consommation malgré le fait qu'elle sache bien que c'était pas bon pour sa santé. Il y avait quelque chose qui me manquait, puisque je trouvais que ces personnes-là, en effet, étaient différentes. L'addict, moi je l'appelle pur, essentiel, au départ, était différent. Euh, Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a c'est l'observation de la clinique, c'est ton travail en tant que praticien de terrain qui t'amène à repérer
qu'il y a une différence dans la pratique. Tu vois qu'il se passe dans leur façon d'être, dans leur façon, et tu nous le décriras, quels sont les points qui t'ont amené à ça, leur façon d'être, peut-être leur façon de penser, leur langage. Tu remarques qu'il y a des différences. Et comme tu le dis, les points clés, tes points d'appui étaient ce modèle de psychopatho à partir duquel on travaille sur les 4 rapports. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, le rapport à soi, donc tout ce qui concerne estime de soi, image de soi, le langage, le rapport au corps, le rapport à la pensée, tout ce qui est rapport à l'autre, donc dans la relation avec l'environnement, la famille ou les relations professionnelles, le rapport au monde, l'environnement plus global, ça peut être aussi la notion de territoire, et puis le rapport à plus grand que soi, c'est la question de la spiritualité, du transpersonnel. Et toi, avec ces patients-là, tu constates que dans ta clinique, au-delà du moment où il y a une étiquette qui est posée et on t'envoie ce patient étiqueté, il est addict, tu remarques qu'avec certains, il y a des spécificités, alors qu'avec d'autres, il n'y a pas ces spécificités. C'est ça l'enjeu, exactement. C'est-à-dire que, par comparaison, à contrario, quand on m'adressait à une personne qui était supposément addicte, on voyait d'emblée à l'anamnèse qu'on avait affaire à un profil qui était névrotique. Voilà, il avait eu son parcours d'angoisse, dépression, et en reprenant tes propres enseignements, à partir du moment où on est face à ça, ou que les 4 rapports ne posent pas de difficulté, on a une personne qui consomme. Et donc, oui, d'un point de vue biologique, elle peut être confrontée à de l'addiction, versus d'autres personnes que je pouvais accompagner, cannabis par exemple, qui voulait arrêter le cannabis, l'héroïne, où on voyait bien qu'on n'était pas forcément d'emblée sur une problématique névrotique, il y avait encore autre chose. Moi, je Donc m'étais ça, c'est bâti. important ce que tu amènes là, parce que ça permet de distinguer pour nos collègues un profil, une personne chez qui on repérerait des conduites abusives, des conduites répétées, qui pourraient même aller jusqu'à de la dépendance physique. Moi, à ce moment-là, je ne parle pas d'addiction. Je parle d'usage répété, d'usage abusif de substances. Quand on parle d'addiction, il faut parler de structure et tu le soulignais, c'est-à-dire de structure au même niveau qu'on évoquerait une structure névrotique, une structure psychotique, une structure perverse, il y aurait cette structure addicte, 4e type de structure. Et si c'est une structure à part entière et que c'est pas seulement un patient névrosé qui va consommer, ou un patient psychotique ou un patient pervers qui vont consommer ou recourir à des substances ou à des comportements répétés, c'est donc que dans la clinique, dans l'observation des 4 rapports, rapport à soi, rapport au monde, rapport aux autres et à plus grand que soi, c'est donc qu'il se passe des choses particulières. C'est donc qu'il y a des spécificités. Et ça, toi, tu le constates sur le terrain. Ça, oui, c'était l'observation première que je faisais, c'est qu'il y avait, dans la comparaison, il y avait des différences. Il y avait la différence dans la façon de consommer aussi, dans la façon de rapporter sa propre consommation. Et elle était à chaque fois, je la trouvais en dissonance avec ce que pouvait me rapporter une personne névrosée. C'était complètement différent. Il y avait un trait commun qui était la consommation, il y avait l'abus, il y avait bien évidemment le soit j'en peux plus, soit il faut que j'arrête et c'est abusif et il y a des conséquences sur l'environnement et sur l'entourage. Mais il y avait ce petit truc différent, un ensemble de. Au début, c'était des marqueurs pour moi. J'avais mis en place certains marqueurs et en comparaison, on voyait bien que c'était complètement différent. J'avais essayé, là, sur les lectures qu'on peut faire sur l'addiction, sur l'histoire de l'addiction, par exemple, moi, je m'étais fait mon petit repère à moi en disant que la névrose était plutôt gazeuse, en fait. Les personnes étaient dans un brouillard d'angoisse, versus la psychose qui était quelque chose de très solide. Et moi, je m'étais dit, mais c'était mon petit schéma très humble et très personnel, c'est-à-dire de dire que, en fait, on était avec l'addict, c'était le passage de l'état solide à l'état gazeux, c'est la sublimation. Et il y avait quelque chose de, voilà, quelque chose de sublimé dans la consommation, dans le fait d'être addict. Et c'est comme ça que je le raccrochais, moi, de mon côté, avec ma petite théorie, à des marqueurs que j'avais identifiés. C'était avant de comprendre et de
lire tout ça au titre de tes apports sur le parti pris qui est le tien de dire, et manifestement, cliniquement, c'est une réalité, on a affaire à une structure, à des personnes qui sont complètement différentes. Et ce qui est intéressant aussi, là que tu soulignes, ça permet d'indiquer que ça ne peut pas être le critère quantité ou fréquence qui permet de parler d'addiction. La quantité consommée, ingérée, si on est sur des produits, mais on pourra aussi se dire quelques mots sur le fait que de l'anorexie, il n'y a pas de produits consommés. Certaines pratiques addicts, par exemple l'addiction au travail ou l'addiction au sport, il y a pas de produit ingéré, mais c'est pas ça qui détermine. Ça n'est pas la quantité. C'est pas parce qu'on prend 10 verres par jour ou qu'on prend un verre par jour ou on pourrait dire qu'on ne prend aucun verre par jour. C'est pas ça qui détermine si on est addict à l'alcool ou non addict. C'est ce qui peut amener qu'on va être dépendant physiquement, qu'on est dépendant peut-être comportementalement. Mais sur la question de l'addiction, c'est la question de la dépendance psychique. Donc, C'est ça. ça n'est pas la quantité. On peut avoir des gens qui consomment 10 verres ou 5 verres par jour de vin et qui ne seront pas addicts, d'autres qui le seront, et puis des personnes qui ne consomment pas de verre de vin, qui ne consomment pas d'alcool, et je pourrais pourtant les catégoriser comme addicts à l'alcool. Ou pour aller plus loin encore, pour ouvrir cette porte qui fait réagir souvent nos stagiaires, ce serait de dire qu'on peut avoir des personnes qui viennent et qui consomment de l'alcool et pourtant qui sont des héroïnomanes, alors qu'ils n'ont jamais ingéré d'héroïne. C'est vraiment la question de la structure et puis des spécificités du lien à soi, du lien aux autres, la recherche, la spécificité de la recherche de sensations qui va nous permettre de décrire si on est dans l'addiction ou pas et quel type d'addiction. Et ça, on y reviendra. Pour moi, il y a 3 types d'addiction. Donc, dis-nous, on avance dans le sujet encore, dis-nous, que découvres-tu, que rencontres-tu dans ta pratique clinique autour des addictions? Quelles sont les différences? Tu nous as dit qu'il y avait des façons différentes peut-être de consommer, des façons de rapporter leur consommation qui étaient différentes, mais tu as peut-être noté d'autres choses dans le corps, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à plus grand que soi. Euh, Dis-nous, Eric. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, c'est très vrai, c'était vraiment des moments particuliers où, dans ta formation, tu nous l'avais indiqué, et qu'en effet, c'est la première des choses à ne pas regarder, en fait, c'est ce qu'ils consomment. Et ça, c'est vrai, c'est toujours un petit peu étonnant. C'est-à-dire que quand on reçoit des personnes addictes, on a quelque part ce biais, cette volonté un peu de dire, mais qu'est-ce qu'ils consomment, combien ils consomment? Et en fait, à la rigueur, et complètement, on n'a pas besoin presque de le savoir. Ça, c'était la première des choses qui, moi, m'avait marqué. Et quand les personnes viennent au cabinet, bah forcément, ils viennent évoquer leur consommation. Euh, et leur façon d'évoquer leur consommation, c'est la première des choses. Le premier étonnement, le premier marqueur de mon côté, c'est ce rapport à leur façon de consommer, à ce que quelque part, alors je fais beaucoup de gestes moi, mais eux aussi en font aussi les addicts. Quand ils parlent de leur consommation, le narratif est toujours, je trouve, lié à la gestuelle, à la façon de le décrire, à la façon de parler de leur alcool, la façon de parler de leur cocaïne, la façon de parler de leur cannabis. Je fais volontairement ces gestes-là, parce qu'on va les retrouver dans leurs gestes et on va le retrouver aussi dans leur comportement, dans la façon de s'installer, dans la façon, moi je trouve, d'entrer dans le cabinet. Alors je ne veux pas faire de généralité, c'est pas le propos, mais moi c'est ce que j'ai identifié comme marqueur. Ce sont des personnes, quand ils rentrent dans le cabinet, il y a une occupation de l'espace, il y a une occupation du volume du cabinet, ne serait-ce que d'arriver dans la salle d'attente, des fois ne serait-ce que par les bruits, la façon de claquer la porte d'entrée. Bon, je sais en général avant quelle personne vient me voir et pour quelle problématique. Et puis arriver dans le cabinet, cette façon de s'installer, d'être dans l'espace, en fait, c'est une des premières choses. Alors je ne sais pas si Alors ça, c'est ça c'est ce que un point.
c'est un point important là que tu soulignes. Tu montres, et ça c'est vraiment intéressant, tu montres comment tu vas observer finement ce qui se passe dans la clinique. Et tu le dis bien, l'intérêt c'est pas de catégoriser et de s'arrêter à un critère et de dire maintenant chaque fois que des patients prendront beaucoup d'espace, gesticuleront de façon massive ou claqueront les portes, ça signifie que la personne est addicte, ça serait des caricatures. Mais en même temps, ce que tu nous dis fait sens pour moi au niveau psychopatho, parce que tu poses la question de l'espace, mais tu poses la question du corps et tu poses la question du langage. Et on va voir que toutes ces questions-là sont nouées. Mhm. Ça veut dire que dans la question de l'espace, euh, on a un volume qui est occupé. Ça veut dire qu'on peut poser l'hypothèse, et c'est ce qu'on doit faire à chaque fois qu'on observe des éléments dans la clinique, c'est pas d'amener c'est ça et j'en conclus que c'est ça, point, ça s'arrête, mais c'est vraiment de se dire tiens, ça pourrait ouvrir l'hypothèse ou ça pourrait m'interroger sur le fait que ces patients, quand ils rentrent dans un lieu, il y a nécessité pour eux d'occuper le lieu, ça veut dire qu'il y a une recherche des frontières. Il y a une recherche des bordures. C'est comme si, en faisant beaucoup de bruit, c'est comme si en déplaçant même des objets qui sont présents, moi c'est ce que j'ai pu constater aussi dans ma clinique avec ces patients, ils déplacent des objets qui appartiennent au thérapeute, ils changent peut-être les chaises, ils bougent une table dans la salle d'attente. C'est un peu comme s'ils faisaient l'expérience de la matière, l'expérience des bordures autour d'eux. Et donc, hypothèse psychopathos, ce serait d'interroger qu'est-ce qu'il en est des parois, des bordures du corps. Est-ce qu'il y a un besoin pour eux de sentir cette enveloppe qu'ils n'ont peut-être pas au niveau de leur propre corps ou qu'ils ne vivent pas au niveau de leur propre corps ou qu'ils vivent de façon spécifique et ils vont rechercher les bordures de l'environnement pour sentir cette fonction contenant. Alors ça reste une hypothèse, mais on va voir à travers ton discours si on retrouve ça à d'autres endroits. Et puis tu disais un autre point important là, c'est la question de la gestuelle et du narratif. Le langage est là, mais il y a beaucoup de gestes qui sont des gestes signifiants. Ils vont dire maintenant stop, je bois plus. Et donc c'est comme si le geste vient accompagner le mot. Et là c'est la même hypothèse. On peut se demander si le mot est suffisant ou si le mot a besoin d'être accompagné par le geste pour que le mot prenne de la matière. Quand on va dire verbalement, c'est Angèle qui nous le dit, mais elle le dit pour des névrosés. Quand c'est stop, c'est stop. C'est pour ça que si elle le dit pour des pervers, quand c'est stop, bah, le pervers, il pourrait dire oui, mais on peut négocier, on peut voir. Et là, chez l'addict, il vaudrait mieux lui dire quand c'est stop, c'est stop. Et là, ça serait entendu. J'aimerais bien Exactement. faire un live en direct avec Angèle. Ça me plairait, ça. Si elle suit, j'aimerais qu'elle propose un live Instagram. Faut lui demander, faut lui demander. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est cette façon aux objets et à l'espace. Quand ils sont assis, oui, ils se relèvent. Moi, il y en a qui se relèvent. Ils se relèvent pour regarder un objet qui est sur la bibliothèque d'en face. Ils se relèvent pour. J'en ai eu qui ont déplacé la plante verte à côté parce que, je sais pas, ça devait gêner le champ visuel, par exemple, hypothèse que bien d'autres ne font pas du tout. J'établis pas de statistiques, mais en effet, en observant, je donnais l'exemple qui me venait à l'esprit, c'est-à-dire que j'ai des coussins sur le canapé. Ça arrive des fois, ils gesticulent, ils bougent. Ça peut être le cas, et en effet, c'est simplement une observation et c'est pas une conclusion. Mais quand j'accueille des personnes que je soupçonne euh, d'un TDAH, par exemple, on pourrait se tromper. Attention, faut faire attention à ça. Mais c'est un peu différent encore. Et la personne, l'addict, lui, il va prendre le coussin, il va faire tomber le coussin, et il va prendre le coussin, il va s'empiler les coussins, il va se caler dans les coussins. Du coup, il va se relever pour regarder par la fenêtre parce que j'ai la chance de voir la Tour Eiffel. Et il va dire, ah, il y a la Tour Eiffel, mais voilà. Et bon, ça, d'autres pourraient le faire, bien évidemment, mais en effet, cette façon dans le comportement, de pousser, tester, rapprocher, éloigner les frontières. Et ça se joue frontière. C'est vraiment la question des frontières, des limites, du contact avec la peau. Et on a bien, au niveau psychopathos, chez ces patients, à la fois une appropriation
mais pas pour posséder, prendre à soi parce que l'objet donne envie, comme on pourrait l'avoir chez un patient psychopathe, un patient délinquant, qui pourrait s'approprier l'objet, ou un névrosé qui rêverait d'avoir cet objet-là et qui veut le toucher, ou qui veut explorer ce qui est de l'objet de l'autre, qui est l'intime de l'autre. Là, il y a vraiment prendre ces objets un peu comme si on était chez soi, un peu refaire un chez soi, un peu refaire une maison, et surtout, tu le redis bien, dans ce collage à la peau, dans ce malaxage, il y a la question de la sensorialité, il y a une recherche de sensations, il y a une tentative d'apaisement par le contact répété, et on n'est pas loin certains gestes répétitifs, auto-érotiques, c'est-à-dire qui viennent apaiser, qui viennent contenir, qui viennent exciter, mais dans un sens exciter ou soulager ou apaiser l'état de tension, parce que la rencontre avec toi les met sous tension. Venir te voir, voir un homme, venir voir un homme ou une femme, mais venir voir un autre être humain avec ses différences, là où il y a du bruit, là où il y a des variations, là où il va y avoir de l'inconnu, là où ils vont parler de leur monde intérieur qui est un monde inconnu, à ce moment-là, ça mobilise de l'angoisse et il y a un souhait de leur part de venir remettre de la stabilité, de remettre du factuel, de remettre du banal, de remettre du morne, de remettre du connu pour s'apaiser. Donc ça, c'est très intéressant de repérer ça. Et puis alors ensuite, on va le voir de le croiser avec d'autres éléments de la clinique, avec d'autres observations qui vont nous confirmer le tableau, hein. Parce que comme tu le dis bien, on peut avoir quelqu'un qui fait ça et qui se met une couverture dessus, bah parce qu'il a froid pendant la séance. On pourrait avoir quelqu'un qui met des objets partout, qui les fait tomber, qui fait pas attention parce que où il y a des mouvements agressifs et il désosse le canapé ou l'environnement du thérapeute et c'est des façons d'appeler un stop, une limite ou de montrer un rapport tout puissant ou agressif à l'égard du thérapeute. Là, on voit bien qu'il y a, ou disons notre hypothèse est une recherche de contenance, une recherche de peau, d'enveloppe, là où elle pourrait manquer, elle pourrait être absente. Et tu le disais, en effet, il y a ce rapport aussi au toucher et puis l'angoisse que peut générer en effet la présence du thérapeute. Et j'ai vécu à 4 reprises avec 4 patients différents cette situation étrange, mais en même temps hyper révélatrice pour moi. C'est que je suis porteur d'une chevalière qui est un peu spécifique, avec une tête de mort. Ça dépend des clients, mais sinon je la retourne comme ça peut être moins choquante. Mais j'ai été confronté à 4 reprises avec 4 personnes différentes au fait que j'ai eu le droit à petit 1, j'aime beaucoup votre chevalière, ok. Petit 2, dans peu de temps après, tu peux la toucher, je dis allez-y. Et au 3, c'est je vous la prends. Ils la prennent et tout de suite, ils se la mettent. Ils la regardent, me regardent et me la rendent. Elle est superbe. Ça, je l'ai vu qu'avec les addicts. C'est très intéressant parce que là, ça ouvre plusieurs pistes. À la fois, ça ouvre la piste par rapport à la symbolique de l'objet, on pourrait aller facilement là-dessus. Mais au-delà de la symbolique de l'objet, et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait que ce soit un objet qui appartienne au praticien. C'est un objet, et ça, on parle par exemple, des objets intermédiaires de relation. C'est des objets qui appartiennent au dispositif thérapeutique, qui appartiennent aux praticiens et sur lesquels le patient va déposer son psychisme. C'est-à-dire qu'à un moment, le psychisme, il s'arrête sur un objet et l'objet vient raconter quelque chose de l'histoire du patient. Ça, ce serait la projection, la symbolique. C'est, ah, ça me fait penser à ça, qu'est-ce que vous pouvez en Voilà. dire? Mais dans les objets intermédiaires de relation, et c'est très intéressant de travailler avec ce concept avec des patients addicts, c'est de se dire que cet objet-là, il raconte quelque chose du patient, mais il raconte quelque chose du thérapeute, de l'intime. Cette bague que tu portes là, et tu la portes, si tu la portes depuis longtemps, elle n'est pas juste une
bague comme une autre bague que tu pourrais acheter sur un marché. Cette bague doit sûrement, Eric, raconter quelque chose de central par rapport à ton histoire personnelle, ton histoire en tant qu'humain ou ton histoire autour des questions du transpersonnel, de la spiritualité. Elle porte quelque chose de fort pour toi, de ton intime. C'est pas une bague comme une autre. Bien sûr. C'est pas une bague euh, acquise parce qu'un mariage, parce que quelqu'un nous l'offre. C'est une bague qui est marquée dans ton histoire. Et le psychisme du patient va repérer cet objet parce qu'il repère qu'il y a de l'intime, il y a quelque chose de spécifique, il y a une histoire singulière autour de cet objet-là. Et comme il y a une histoire singulière autour de cet objet-là, il y dépose aussi son propre psychisme. Et donc, on va avoir un objet qui est un objet, on parle intermédiaire de relation, parce que c'est un objet de rencontre qui parle du thérapeute, qui parle du client, mais qui parle de la relation entre le client et le thérapeute. Et la limite entre, donc sûrement la question de la mort, sûrement la question de l'arrêt, sûrement la mort et la renaissance, sûrement quelque chose de la transformation, bien sûr, mais sûrement aussi de l'histoire d'Éric et de l'histoire de ce patient. Et toi, t'interroger sur cet objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il raconte de ton histoire et en quoi ce symbole peut-être raconte quelque chose du psychisme du patient, ça va permettre de tisser ce qui se passe dans la relation. Et de voir en plus, et ça tu le soulignes, que les patients se focalisent dessus, commencent à toucher et le portent sur leur propre corps. C'est-à-dire, c'est pas seulement dire, ah, c'est intéressant, je peux m'imaginer l'avoir un jour sur moi. Il l'enlève de ton doigt et il le met sur le sien pour sentir l'expérience, comme si de pouvoir se représenter, s'imaginer ce que c'était, n'est pas suffisant. Et là, on est aussi au cœur de l'addiction, de la problématique addict, se représenter l'expérience et se représenter l'expérience quand elle n'est pas là, c'est-à-dire fermer les yeux et retrouver la bague d'Éric et sentir Éric, ça n'est pas possible. On aurait besoin d'un Éric pour de vrai. Et un Éric pour de vrai, c'est pas mal, mais s'il est Éric, je peux le toucher, je peux le sentir, je peux le sentir sur ma propre peau, alors je sais ce que c'est qu'un Éric. Il y a quelque chose de très sensoriel, sensuel, corporel dans cette histoire-là. Et on n'est pas comme un névrosé qui verrait ta bague et qui dirait oh elle est super, je voudrais la même chose, ou oh ça fait Exactement. partie Ouais. des routards ou des gens avec des Harley Davidson, ils aient ça, quel est votre groupe, pour faire des références. Là, il y a vraiment un objet qui les interpelle sur des questions centrales, sûrement la question de la mort, de la rupture, de l'arrêt, peut-être de mort, renaissance, transformation. Et à ce moment-là, c'est je veux sentir ce que ça fait. Donc c'est comme on n'est pas loin des procédures qu'on appelle d'incorporation. Comme le loup, il va bouffer le chaperon rouge et la grand-mère pour sentir ce que ça fait un chaperon rouge et la grand-mère, mais il la bouffe. Là, on aurait quelque chose qui est plus proche de l'introjection, c'est-à-dire on veut sentir ce que ça fait que d'être une grand-mère, que d'être un loup, que d'être un petit chaperon rouge. Mais d'habitude, les gens, ils le font avec leur tête. Alors que là, on aurait des patients qui, pour sentir ce que c'est qu'un Eric, ils l'attraperaient dans les bras, ils font un grand hug, ils collent Eric, ils sentent Eric. Moi, j'ai des patients qui venaient se mettre dans mon cou et qui sentaient mon parfum. Alors, c'était très intime. D'habitude, les gens ils disent, ah, vous avez un parfum. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai telle marque, etc. Ils parlent de leur intime. Mais là, j'avais des patients qui s'approchaient de moi et qui venaient dans mon cou alors que je les connaissais pas. Ils disaient, oh, c'est intéressant et qui venaient me sentir comme un animal sentirait un autre animal. Il y a vraiment cette recherche de sensations et de. Ouais, super. Merci pour cet exemple-là qui permet de parler des objets intermédiaires de relation. Puis encore, tu vois, tu es encore en train d'insister sur la notion de peau, de limite, de séparation. Ça pose la question du rapport à l'autre, là, ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est qu'on ne retrouve pas, et surtout pas de la même façon avec la névrose. En effet, c'est une interrogation sur la bague. Ah, elle est belle, et vous l'avez trouvée où, depuis quand vous l'avez, et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de toucher, prendre.
Et c'est même dans l'intensité du regard, la façon dont ils mettent la batte et regardent la bague, ils regardent pas que la bague. C'est comme si c'était toute la main qui regardait. C'est totalement intégral, en fait. Intégral et intégré. Et est-ce C'est qu'on peut particulier. dire, sans rentrer dans les détails d'histoire de cette bague, est-ce qu'on peut dire que c'est une bague qui est importante pour toi, qui touche de ton histoire, qui touche de l'intime, qui touche des points, des valeurs, Ah, sans décrire ce que c'est? ah oui, Oui, complètement. Non, non, c'est exactement ça. C'est sujet, c'est transformation. transformation. Ouais, ni plus ni moins, mais c'est exactement ça. Elle est importante pour moi. Je peux aussi ne pas la mettre, ça m'arrive. Mais oui, je la mets quasiment tout le temps. En fait, ça, très simplement, depuis ma reconversion professionnelle, et un petit peu, ouais, c'est ça. Elle est avec moi. Donc, tu vois, elle Donc, parle vraiment de moi. elle raconte l'histoire de la transformation et ça, les patients qui vont focaliser là-dessus et puis au-delà de ça, parce que focaliser, on pourrait l'avoir même chez des névrosés, on pourrait interroger l'objet intermédiaire de relation. Mais là, ce qui est caractéristique, c'est que le patient l'enlève et met cet objet sur lui, pas le vole et voilà, pas l'interroge en disant, oh, c'est intéressant, c'est l'enlève et le met sur lui. Ça pose la question du propre corps, des limites, mais ça pose la question du rapport à l'autre et d'un rapport à l'autre symbiotique. C'est-à-dire d'un rapport à l'autre où on n'est pas différencié, l'autre est un autre, moi je suis moi, et on est deux différents avec la question de qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, qui est le plus riche, qui domine, et les mouvements d'amour et de haine, comme on pourrait l'avoir dans la névrose. Dans un rapport à l'autre symbiotique, c'est plutôt les siamois, c'est plutôt les pots collés, les pots. On n'est pas dans la fusion, on n'est pas dans l'indifférenciation, le magma, tout est mêlé, on ne différencie plus si c'est Eric, si c'est Guillaume. Quand Eric lève la main, ben moi en tant que patient, je pourrais en même temps en écho lever la main parce qu'il n'y a plus de différenciation entre Eric le thérapeute et Guillaume le patient. Là, on est dans une différenciation, mais on est dans une problématique siamois. On parle de problématique symbiotique. La symbiose, une proximité, même s'il y a de la différenciation dedans, c'est quand même très jumeau, c'est quand même collé, c'est quand même très peau à peau. Et c'est Mm. ce qu'ils font avec la bague. C'est, c'est- je retrouvais ça aussi. Alors, je pense que ça rejoint la même thématique. À deux exemples particuliers. Euh, un addict qui vit dans un appartement. Et quand il me parlait de son appartement, il me parlait aussi de son immeuble. Et que c'est comme si, en fait, il vivait avec les gens. Il connaît tout le monde, il voit tout le monde, il regarde tout le monde, il sait qui habite là. Et quand il en parle, on a l'impression que ça rejoint la problématique des frontières. On n'a pas l'impression qu'il habite chez lui, mais qu'il habite l'immeuble. Il est C'est ça. au courant de tout le monde, il aime tout le monde. J'ai vu passer la demoiselle machin, elle m'a pas l'air bien. J'ai vu la petite dame du septième, elle était toute souriante. Mais d'autres le font pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils enveloppent leur appartement et ils enveloppent l'immeuble. Ça, c'est intéressant parce que on voit bien qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a une différenciation par rapport aux lieux, par rapport aux appartenances, aux possessions, une différenciation entre eux et les autres. C'est bien là. Le patient ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, le patient Ouais. indigne ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un trouble majeur de l'identité. Il n'y a pas un trouble majeur dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire il va pas ou dans l'espace, il va pas aller vivre chez la voisine, il ouvre la porte, il rentre chez la voisine et il vit chez elle et en pensant que c'est chez lui ou en ayant l'impression qu'on lui a volé son appartement, il a été spolié, que c'est la CIA qui a mis en place tout ce traquenard. Non, mais il y a quand même un sentiment que mon appartement et mon immeuble et les gens qui sont là, c'est comme si nous étions une communauté, c'est comme si ensemble on vivait, on était tous un, mais avec des différences. Il y a quand même un peu des spécificités. Dans la psychose, on pourrait ne pas avoir, et dans la névrose, on aurait vraiment des tentatives de grande différenciation en disant oui, mais le bonhomme de la part du dessus, il a quand même pas de terrasse, il a pas de terrasse. Moi, j'ai une terrasse. Moi, mon appartement, il fait 56 mètres carrés alors que le sien, il fait 53 mètres carrés. Moi, il y a une meilleure vue. Donc, il y aurait cette rivalité-là. Là, il y a un sentiment un peu
de brouillard, un peu de confusion à certains endroits, et pourtant, on voit qu'il y a quand même une délimitation des objets, des êtres. On est dans quelque chose de symbiotique. Et ça va se retrouver très fort quand je faisais beaucoup de tests de Rorschach, donc le test de personnalité, et ça, au Rorschach, on le voyait apparaître de façon très, très claire. Pour les psychologues qui utilisent le Rorschach, on voit ça dans les estompages, dans ces bordures d'images qui sont caractéristiques et sur lesquelles les patients addicts vont focaliser en ayant l'impression d'une feuille qui se dégrade, de quelque chose, d'une membrane qui est en train de se dessécher, d'une bordure un peu floue de nuages. C'est souvent des réponses qui vont les interpeller. Et on aura ça aux planches 8, 9, 10, qui sont des planches moins unitaires. Et là, il y a ces confusions de personnages, d'animaux, où c'est un animal qui a un corps de, imaginons, de lézard, mais avec une tête d'oiseau et des oreilles de lapin. Hein, c'est comme s'il y avait comme ça un ajout de plusieurs matériaux qui fait un animal spécifique, presque féerique, presque magique. Et ça va nous intéresser aussi par rapport au rapport à plus grand que soi, cette appétence, cet attrait pour ces univers un peu magiques, surnaturels, féeriques, qui permettent d'interroger qu'il n'y a pas tant de limites entre le visible et l'invisible, entre voilà. Mm. La semaine dernière, j'ai discuté avec un de mes patients et il me dit, ma conversation, ah mais je peins. Et il me dit, vous voulez que je vous montre? Je dis, allez-y. Il me montre. Et en fait, il me faisait défiler ses peintures sur son téléphone. Alors ça rejoindra peut-être ce qu'on dira tout à l'heure, mais en fait, il posait, il faisait des mélanges acryliques assez aqueux, en fait, et laissait couler la peinture comme ça. Et en séchant, ça faisait des gouttes. Et alors, un mélange de couleurs comme ça, on était sur quelque chose qui descend comme ça. Et à la fin, ça finit par des gouttes, par du coulant. Alors, dans ton modèle, tu nous l'avais indiqué, et c'est vrai que c'était un marqueur aussi, notamment sur l'addiction et l'art. Et là, pour le coup, il y avait un énorme marqueur pour moi. C'était que ce tableau n'avait pas de bord. C'était comme ça, un peu flou, un peu estompé. Et tout coulait du haut vers le bas avec des couleurs. C'est très joli. Il y avait un cabayot de couleurs. À chaque fois, il y avait une chromatique d'un tableau à l'autre qui était assez identique. Mais ça revenait à faire couler. Et c'est très intéressant parce que ça dit bien ce contenant qui manque. On le redit, cette peau qui semble euh, manquer à certains endroits ou cette porosité du contenant qui fait que ça coule. En même temps, c'est intéressant, ils choisissent pas, ils vont pas choisir l'aquarelle. L'acrylique, c'est Là, intéressant parce que l'acrylique, elle a quand même une certaine matière, une certaine densité. On n'aura pas ça, ça va être difficile d'avoir ça avec de l'huile. Avec de l'acrylique, on pourra l'avoir, mais l'acrylique va rapidement sécher, c'est-à-dire qu'il y a une matière qui a quand même une tenue et qu'on ne peut plus bouger. Alors que de la peinture à l'huile, on aurait une matière sur laquelle on peut revenir, revenir, revenir jusqu'à ce que ça ait séché. Et on voit des peintres, et là, tu vois, tu décris, et pour nos collègues, on voit des peintres comme par exemple Jackson Pollock, qui traduit bien ça, hein, Jackson Pollock qui avait cette problématique-là, addict et addict à l'alcool. Et la fascination de Pollock, c'était de voir la peinture qui coule. Toutes ses œuvres sont autour d'une peinture qui coule. On a Bacon aussi, tous les tableaux de Bacon, on a des coulures. Le corps, tous les corps, il les enferme dans des cubes, Bacon, et le corps coule. Du corps va s'écouler une matière. Et pourtant, il tente de faire tenir ça dans un cadre. Donc on a ces œuvres-là, mais on peut avoir aussi, et ça c'est caractéristique aussi encore de l'addiction, on peut avoir des œuvres qui sont collées au factuel, presque des photographies. Ils vont pas nécessairement reproduire, et ça peut dépendre de leurs compétences techniques, mais ils vont coller à la réalité. Et s'ils font un tableau de la nature et qu'en plein milieu de la nature, il y a une voiture qui est venue, ils vont pas enlever la voiture alors qu'elle n'a aucun intérêt dans ce tableau-là. Ils mettront la voiture parce qu'elle était là au moment où ils ont constitué le tableau. Et si l'arbre est légèrement vert avec une feuille orange, ben ils reproduiront ça. Il reste collé
au factuel, il reste dans du banal, il reste dans du déjà vécu, dans du normatif. Et ça, moi je le retrouvais très fort dans les séances de psychodrame. Quand les patients allaient jouer des scénarios de psychodrame, il n'y avait jamais rien d'imaginaire, il n'y avait jamais rien de folklorique, il n'y avait jamais rien d'inventé. Les scénarios, les trois quarts des scénarios, c'était je vais au bar de chez Pierre et je bois un demi. Et quand je leur disais, mais donc qui vous pourriez être? Vous pourriez être le barman? Souvent, ils me répondaient, ah non, non, mais moi, je suis pas barman, hein, j'ai jamais été barman dans ma vie. Mais je lui dis, ben d'accord, mais là, on pourrait le faire. Ah non, 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 moi, je suis pas barman. Et qui vous seriez? Et ils reprenaient leur prénom. Et si je leur disais, ben aujourd'hui, vous buvez pas de la bière, dans ce jeu, on fait semblant, on fait comme si vous buvez du whisky. Ah non, non, mais moi, j'aime pas le whisky, je peux pas jouer. Alors qu'un névrosé dirait, bah, j'en profite, je bois du whisky, je mélange avec un peu de tequila, je mets de la bière, je mets du sirop, je mets de la compote de pommes dedans et je fais un nouveau cocktail exceptionnel que tous les youtubeurs vont vouloir acheter et mais pas chez ces patients. Chez ces patients, on est factuel, banal, déjà vécu, collé à ce qui est déjà. Parce qu'il y a une problématique autour de l'activité de représentation. Se représenter la chose quand elle n'est pas là, ces patients-là pensent qu'ils n'y arriveront pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est qu'ils croient qu'ils n'y arrivent pas. Ça s'appelle un trouble de l'activité de méta-représentation. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'imaginer comme ça. Ils ont besoin de voir pour imaginer, mais ils sont capables, même s'ils n'ont pas l'objet, de pouvoir imaginer. Mais eux pensent qu'ils ne sont pas capables. Alors que dans la psychose, il va y avoir de grandes difficultés d'imaginer si l'objet n'est pas là, de se représenter l'objet en son absence. Ça va être très difficile pour un psychotique. Chez un névrosé, ce sera facile et ils vont le majorer. Chez des patients addicts, on va avoir un trouble de l'activité de méta-représentation. Ils croient qu'ils ne sont pas capables. Tu as des choses, toi, dans le travail avec peut-être l'hypnose ou dans l'imaginaire qui pourraient illustrer, ou est-ce que tu as d'autres choses sur, je sais pas, le rapport au langage, d'autres points comme ça que tu peux partager de ta clinique? Sur le rapport au langage, ouais, il y avait cette remarque qui, moi, m'avait interpellé dans ta formation. Tu avais insisté dessus, de mémoire, c'était sur Mosaïque Addiction, avec cette façon d'être au langage. Notamment, il y avait cette discussion où la personne est en abstinence, on lui demande si elle a bu ou pas bu, il va répondre non. Euh, et puis, si on lui pose la question un petit peu différemment, si on sort un peu du digital et qu'on y met un peu une intonation un peu différente, mais vous n'auriez pas bu par hasard. Je dis ça pourquoi? Parce que euh, dans l'échange avec l'addict, par moment, on pourrait même couper le son et simplement discuter corps, discuter sensation, sans la parole. Oui, Euh, oui, c'est une story que tu avais fait aussi autour ouais, de ça, où il n'y avait plus le son, et tu as raison, c'est très important là ce que tu soulignes. c'est moi, j'aime beaucoup le comique, j'aime beaucoup le comique visuel et le comique de répétition, même le burlesque. Et par moment, en mode méta, ou en repensant à des séances, euh, c'est très intéressant de voir que quand on peut mimer leur addiction, on peut mimer leur rapport à ce que leur apporte la substance. Et des fois, quand il y a trop de discussions, trop de narratifs, je leur dis, attendez, regardez, je vous montre, vous me dites si c'est ça. Et par contre, le high, c'est comme ça que tu nous l'avais appris, mais c'est juste extraordinaire. Je dis, ouais, ce que vous recherchez, vous, plutôt, c'est comme ça. Et là, ils font, ouais, 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 ouais. Et ça arrive même, c'est même fréquent de dire, mais vous avez pigé, vous comprenez, vous savez. La semaine dernière, il y a 10 jours, j'étais chez l'Addicto, il me parle émotion, il me parle machin, il me parle truc, il me parle. Mais ouais, c'est ça. Ou versus, j'accompagnais une dame, c'était intéressant, c'était la problématique du cannabis, et elle disait que, bon, bah, elle fumait son cannabis toute la journée. Elle avait qu'une hâte, c'est le soir d'aller au lit, d'aller se coucher. Et pour mimer son rapport au cannabis, je lui faisais ce geste-là, cette sensation de comme ça. Elle me dit ouais, c'est ça. Et
Et au fil de l'entretien, je lui demandais, je dirais, le lit, quand vous allez au lit le soir, est-ce qu'il n'y a pas un peu ça aussi? Elle me dit, oh oui, mais c'est ça, c'est fou. Le lit, c'est comme ça. Et la journée, le cannabis, c'est comme ça. Et Et en ça, c'est fait, très intéressant parce que tu nous indiques vraiment, et ça, c'est un point caractéristique chez les addicts, ce rapport à la sensorialité qui est prégnant, alors que d'être du côté du digital, c'est-à-dire des mots, des concepts, du chiffrage, ça ne leur parle on parle pas. Il faut pas. passer du côté de l'analogique, c'est-à-dire il faut passer du côté d'une métaphore qui soit pas une métaphore verbale. Il faut rester sur du corporel, sur du gestuel, parce que c'est ça qui va les interpeller. C'est par la voie de la sensorialité. Chez les addicts, la voie royale, c'est la voie de la sensorialité. Et donc, on va aller du côté de la peau, on va aller du côté des gestes, on va refaire leurs gestes. Et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir expériencer, c'est ainsi qu'ils vont pouvoir sentir et comprendre du dedans. Et ça, c'est un point central. Utiliser des mots et rester avec une séance d'hypnose de type ericksonienne autour du mot, autour des jeux de mots, autour de la métaphore verbale, fera que ça ne parlera pas à ces patients. Ils vous diront, ah oui, c'est intéressant, je suis d'accord avec vous, on m'a dit, j'ai compris, mais il ne se passera rien dans leur corporéité, c'est-à-dire il n'y aura pas de changement. Parce que chez ces patients, le changement doit passer par le geste et par le corps. Donc, c'est des moments où on va gestualiser. Et tu vois, quand elle te dit ça avec le cannabis, quand elle redit ça, qu'elle attend le soir, être dans le lit et faire ça, il doit y avoir peut-être la texture du drap, peut-être la couette, peut-être des choses comme ça où elle sent une certaine sensorialité. Et cette sensorialité, ça pourrait être une prescription de tâches. On pourrait proposer à ces patients, à minima, de refaire exactement le même geste, mais peut-être d'avoir une écharpe, un tissu, une étole, et à certains, pour cette patiente-là, puisqu'elle a dit ça, et à certains moments, parce qu'elle ne va pas aller dans son lit dans des moments où il y a de l'angoisse, parce qu'elle est au boulot, elle pourrait quand même mettre l'écharpe ou mettre l'étole comme elle fait quand elle va dans le lit ou comme elle fait quand elle prend du cannabis, et que ça amènerait un apaisement psychique. Et ça, ce serait intéressant. Alors que de lui dire, imaginez qu'il y a comme une couverture qui pourrait venir sur votre corps en sachant que la fraîcheur pourrait être là et vous pouvez sentir, et je ne sais pas comment pourriez-vous sentir cette sensation d'enveloppement et de fraîcheur, on va dire, oh, c'était intéressant votre histoire, mais ça ne fait rien. Il Ça faut rentre pas. vivre pour que ça existe. Pour ces patients, il faut vivre pour que ça existe. Si vous avez des questions à distance, n'hésitez pas à les poser. Vous avez en bas de votre téléphone une petite bulle avec un point d'interrogation. C'est à cet endroit que vous pouvez poser vos questions, faire des apports et puis on y répondra avec Eric. Est-ce que moi j'ai une question, Eric, on n'a pas évoqué ça. Eric, euh, j'ai envie de savoir ce qu'il en est, toi, de ton rapport à ton corps, mais pas personnellement. C'est quand tu es avec ces patients-là, quoi ça fait en toi? Qu'est-ce que ça produit quand tu es avec eux? Est-ce que tu es dans l'énergie dans laquelle tu es maintenant? Est-ce que tu es dans l'énergie dans laquelle tu es dans ta vie quotidienne? Quoi il se passe, je voudrais, dans ton dedans et dans ta tête? Est-ce qu'il y a des choses caractéristiques que tu as remarquées? Ouais, ouais, évidemment. J'ai eu Alors, d'une manière générale, je reste assez clinique, assez froid. Mais j'ai eu des situations, euh, notamment avec des personnes qui ont eu un très gros passé addict. Notamment, par exemple, deux exemples. Le premier, une personne qui a traversé des étapes de vie, des schémas de vie, d'une complexité, d'une dureté, allant de substance en substance, arrêt, abstinence, reprise. Euh, C'était très chaotique, c'était violent, c'était dangereux, jusqu'à en fait arriver à un problème de santé, contamination par le sida, une prise de poids énorme. Euh, et, euh, et je sais pas, au bout du deuxième ou du troisième rendez-vous, c'est quelqu'un qui est très massif, hein, près de 150 kilos. Il y a eu un moment donné, comme une
comme une forme de dégoût, comme une forme de comme ça, de ma part. C'était ou peut-être le poids, parce qu'on avait fait une séance d'hypnose, il était vraiment affalé, et puis c'est l'image, et je me suis j'étais le premier surpris, VIH qui est venu, comme ça, VIH. Comme, alors que au quotidien, c'est pas un sujet du tout, ça pose absolument aucune difficulté morale, éthique, enfin peu importe. Mais est-ce que Euh, tu es en train de dire que, parce que tu as dit contamination aussi, mais est-ce que tu es en train de dire que toi-même, c'est comme si tout d'un coup, ça produisait de l'inquiétude ou ça produisait de oui, l'envahissement dans ton propre psychisme, dans ton propre comme corps? si j'avais, oui, c'est ça, c'est de l'envahissement, comme si quelque part ça me venait dessus. Ça me venait dessus. OK. Ouais, Donc ça, c'est ça. intéressant. Et au niveau de la tête, quand tu es avec ces patients et qu'ils te racontent leur consommation, leurs pratiques et tout ça, que ce soit dans le cadre d'anorexie boulimique, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, j'ai bien compris que c'est des sujets qui te plaisent, toi, quand ça fait héroïne, cocaïne, c'est ça les patients qui te plaisent plus que cannabis, hein, ça on l'a perçu. Ouais. Et est-ce qu'il se passe des choses dans ta tête? Qu'est-ce que ça Euh, Qu'est-ce qu'ils font dans ta tête? Ça fait quoi? c'est, non, là-dessus, j'ai jamais été heurté spécifiquement. Euh, j'ai eu ça et si peut-être c'est ce côté, mais comment on peut en venir jusque-là? C'est ce côté-là qu'on consomme, ok, mais dans l'histoire de vie, quand ça fait 45 ans, où on va d'épisode en épisode, d'enfer en enfer, des moments, c'est une forme de. Moi, je suis très cartésien, très logique, très comme ça, un peu obsessionnel aussi. Je me dis, mais comment on peut en arriver là, mais en y mettant du cortical? Je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Des fois, comme ça va me taper la Est-ce tête. que toi, on dirait que tu reçois pas mal de patients, tu disais HPI, mais aussi addictéro, coq, donc plutôt des patients high. Des haies, ouais. Il y a Ah. majoritairement du high, et il y en a d'autres aussi, mais oui, du high, ouais, du Alors ça, high. c'est intéressant parce que pour cette question de la contamination, et c'est pour ça que je te posais la question de savoir ce que tu repérais, et toi, tu vois peu l'expérience de l'anesthésie psychique parce que c'est high, parce que ce sont des patients qui vont contaminer Eric en le dopant, en l'excitant, le stimulant. Et Eric répond à ça parce que c'est ça aussi qui l'intéresse au niveau psychique, c'est ce qui va le mobiliser. C'est pour ça qu'il y a une bonne alliance parce que il aime ces patients qui vont vite avec leur tête, qui vont vite avec leurs actions, leur corps. Et eux, ils aiment avoir un thérapeute qui répond à cet endroit. C'est pour ça que l'alliance, elle marche bien. C'est pour ça que ça fonctionne entre tes patients AI et toi-même parce qu'il y a une similarité au niveau du psychisme. Les patients vont chercher un même, un homo, Mhm. un similaire. Et ils le retrouvent chez toi avec le high. Avec d'autres thérapeutes, quand, par exemple, si toi, tu bossais beaucoup plus avec des patients cannabis ou alcool, à certains moments, les patients pourraient attaquer ton psychisme et essayer de te ralentir et tu pourrais toi-même te retrouver dans la confusion, un peu quelque chose de brouillard magma. Ça, c'est l'anesthésie psychique. C'est Ouais. le mécanisme d'anesthésie qui vient endormir le psychisme du thérapeute, les pensées du thérapeute, les émotions du thérapeute, un peu comme un état pré-hypnotique ou un état hypnotique léger. Et ça, c'est une stratégie de protection. Ce qui fait que des fois, les thérapeutes viennent en supervision en indiquant, ben là, j'ai reçu tel patient et j'ai l'impression que j'avance pas, je sais pas quoi faire, je me sens nul, il se passe rien, je m'ennuie, y a pas, c'est pas stimulant, j'ai essayé plein d'exercices et pourtant rien du tout. Toi, si tu te confrontes avec ces patients qui sont high, alors il y a une excellente alliance et tu les rejoins. Ils retrouveront un eux égale toi, toi égale eux. Ils le retrouveront dans cette stimulation que tu amènes là. Complètement.
c'est exactement ça. Et à l'opposé, par exemple, névrosé hyperphagique, j'ai l'impression de ramer, de ramer, de ramer, de ramer. Et oui, complètement. C'est-à-dire que l'addict high, en général, au premier rendez-vous, c'est fait, c'est connecté, c'est parti, C'est quoi. fait. Euh, Les HPI, c'est fait. Par contre, celui qui veut arrêter le tabac, ça fait 10 fois qu'il essaye les patchs et tout. Ça doit pas t'exciter grandement. ça, ça fonctionne, ouais, mais au bout d'un certain temps, il y a comme, oui, c'est ça, c'est, ouh, c'est dur. Ouh là là, c'est dur. Ouais, ouais, complètement. Ça, c'est lié aussi au fait, on a dit du rapport à l'autre symbiotique, mais aussi du corps par contiguïté. Mm. Est-ce que toi, tu as repéré dans ta clinique, ça c'est un point, peut-être un dernier point qu'on peut aborder, dans ta clinique, le fait que ces patients-là, c'est pas comme s'il y avait un sentiment d'unité du corps, leur corps et leur corps, leurs mains sur leurs mains, leur tête et leur tête, mais c'est comme s'il y avait des, les corps étaient comme des corps Lego, des corps puzzle. Ça veut dire que chaque pièce est jointe, collée aux autres, et ça donne le sentiment d'unité. Mais c'est comme si quand même, ça faisait un peu Frankenstein. C'est comme si quand même il y avait de la séparation. Et Mm. ça, ça, on peut le voir. Alors, on le voit très fort au Rorschach, dans le test du Rorschach. On peut le voir dans les œuvres d'art de ces patients-là. Il y a un sentiment d'unité, mais c'est comme si l'unité venait d'un assemblement de bouts séparés. Comme on pourrait faire des découpages, on prend plein de pièces, plein de bouts de papier et on refait une unité, mais il y a quand même des bouts de l'unité est faite de bouts séparés. C'est pas une feuille entière qui détermine la forme. C'est- Est-ce que toi, tu as des éléments comme ça dans ta clinique? Ouais, il y a ces retours-là qui sont intéressants. Alors, toujours délicat à aborder le rapport au corps. Là aussi, c'est des petits éléments, des petits marqueurs qu'on va attraper à un moment donné dans les échanges. Pas évident d'emblée de poser le sujet du rapport au corps avec eux et d'une manière générale, mais sauf des personnes qui voudraient maigrir et qui l'indiquent d'emblée. Mais il se passe des situations où, deux exemples, une personne qui faisait fixette sur ses bourrelets du ventre, sur un bourrelet, c'est comme un. Elle me dit, c'était cet anneau-là. Parlait cet anneau-là, comme ça. Et c'est pas comme ça, c'est cet anneau-là. Voilà. Donc là, c'est très intéressant hein, ce que tu amènes là, parce qu'on retrouve la question de la sensorialité dont on parlait tout à l'heure. C'est pas, tu dirais, cet anneau-là, ça leur parle pas. Tu dirais, cet anneau-là que vous avez autour du ventre, on va l'enlever, on va faire. Et la personne voudrait faire de l'hypnose rapide et elle dirait, voilà l'anneau maintenant, dans quelques instants, avec le 1, 2, 3, je le fais partir. Ça ne leur parlerait Bon. pas. Ce qui est intéressant, c'est cet anneau-là. Tac, 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 tac avec cette gestuelle et la texture que tu dessines, là, qui est pas tac, tac, mais tac, tac, il y a la gestuelle, il y a le rythme, voilà, il y a la forme des mains. Ça, c'est central pour travailler avec ces patients et on voit bien que c'est cet anneau-là qui pose problème et pas j'ai des bourrelets, Ouais, donc je me sens pas très belle comme femme ou comme homme. C'est vraiment, il y a un problème d'anneau là. Enlevez-moi l'anneau là. Après, si elle faisait du hula hop, on peut le comprendre, mais donc on enlève l'anneau là, l'affaire elle est réglée. C'est comme si c'est ça, l'affaire pouvait être réglée. complètement. Une autre personne me disait, on, on parle pas du corps. J'ai eu droit à Ok. ça, c'est on parle pas du corps. D'accord. Et après, c'était et donc le corps. Ah, ça faisait ça. Non, mais je l'ai jamais supporté, lui. Voilà, lui, Lui, j'ai jamais supporté lui. Ça veut dire comme si elle n'était pas la personne, son corps, et lui, comme si c'était un autre à côté. Mais si on lui disait, mais votre corps, touchez votre corps pour me montrer, la personne, elle ferait ça. Elle dirait, touchez mes épaules, elle toucherait ses épaules. Il y a pas de souci sur ça. Mais dans son vécu, c'est comme si c'était un élément à côté, un à côté. élément Et à externe. part. Et, euh, je le regarde jamais dans la glace. Je le regarde jamais. C'est pas je le regarde jamais, c'est je le regarde jamais dans la glace. Oui. Et c'est pas quand je me vois dans la glace, je me dis, oh, tu as encore Ouais. pris.
stylo, tu pourras pas rentrer dans cette robe, qu'est-ce que les autres vont penser de toi? C'est vraiment un vécu de soi à soi et de soi à soi. Avec ce truc-là, on sait que c'est à nous, ça s'appelle notre corps, mais en même temps, on le vit un peu comme le corps. C'est un corps. Voilà. Il est le nôtre, mais c'est ce corps. Et Exactement. et il y avait des remarques. Oui, Véronique, elle disait, je comprends pourquoi j'ai beaucoup de HPI, elle répondait tout à l'heure, et que je refuse le travail sur le tabac. Brillante conversation, je dois vous quitter. Oui, parce que, parce que Véronique, elle aime aussi ce travail où il y a cette vivance, où il y a cette dynamique. Et puis on avait une autre collègue, Isabelle, qui nous disait, mais comment repérer l'addiction au travail? Avec les mêmes critères, c'est-à-dire de se dire que chez ces patients-là, on a l'impossibilité répétée de s'abstenir de travailler, même si la personne, elle sait que ça va avoir des conséquences, c'est-à-dire elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle va avoir des conséquences au niveau physique, elle va être épuisée, elle va avoir des conséquences au niveau relationnel parce qu'elle a plus de vie sociale, familiale, parce qu'elle bosse, elle bosse, elle bosse. Et il n'y a plus que le travail. Ça permettrait de parler de la compulsion qu'on retrouve dans l'addiction, de la dépendance physique, il ne va pas y avoir avec la dépendance au travail. Mais comment on va retrouver ça? Ben, on va retrouver que c'est son travail. Il doit y avoir sûrement un problème de bordure. Il faudra qu'on regarde sur l'espace. Où est son travail dans sa maison, dans son bureau, les territoires. Est-ce qu'elle est en entreprise? Est-ce qu'elle est en libéral? Mais on peut imaginer que la personne, il va y avoir un envahissement des territoires à côté, des autres bureaux. Il y a un peu ses affaires partout, elle peut déposer. Et chaque fois que l'environnement va dans son espace, il y a quand même un vécu un peu d'intrusion, de confusion qui peut arriver, qui peut être là présent. Ça va être un investissement majeur pour l'activité professionnelle et un désinvestissement pour tout ce qui est autre, qui est soit la personne, elle vit quand elle est dans le geste du travail, elle est vivante au moment où elle réalise son geste. Le reste du temps, c'est comme si elle était en pause, il se passe rien. Et donc, si évidemment elle est dans un lieu dans lequel il va y avoir des retours, des critiques, des remises en question, ça va être vécu comme des atteintes dans le corps, ça va être vécu comme des atteintes de son propre psychisme, hein. C'est ça qui est à l'œuvre. J'ai un cas clinique comme ça d'une personne pour lequel le travail, sans s'en rendre compte, pour lui c'était naturel, mais c'est quasiment du H24, salarié. Il commençait à 6 heures du mat, finissait à 22 heures et travaillait. Chez lui, c'était travail, 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 travail. Et un jour, il a un problème coronarien qui l'a éloigné du travail. Et c'est à cette occasion-là qu'il a découvert toute l'ampleur qu'avait le travail. Et il avait une structure addicte. Il ne gérait son rapport au monde, à lui et aux autres, qu'au travers du travail. Et de toute sa vie, ça a été comme ça. Il fumait aussi, c'était un gros fumeur, coronaire. Mais l'incident lié au coronaire l'a amené à une décompensation. Enfin, c'était la fin du monde par l'arrêt du travail. Et là, on était vraiment, mais typiquement, cliniquement, sur une structure addicte. Et ça, c'est intéressant là aussi ce qu'on évoque, parce que souvent les gens disent oui, mais alors si on fait un travail sur le symptôme, ça va se déplacer ailleurs. Non, pas si on fait un travail sur le symptôme sûrement, mais si on fait un travail au niveau de la structure addict, quand la personne transforme son rapport à elle, son rapport aux autres, son rapport au monde est à plus grand qu'elle, il va pas y avoir un déplacement sur un autre produit. Par contre, quand le travail n'est pas là, quand il n'y a pas eu de Oui, travail psychologique sur la problématique addict, on pourrait faire qu'un patient arrête de consommer une substance, imaginons le tabac, mais comme il n'y a pas eu de travail qui a été fait, la personne va déplacer son psychisme et cette souffrance et cette façon de traiter le monde et de s'apaiser, parce que l'addiction est une solution. L'addiction n'est pas un problème, l'addiction c'est une solution pour gérer son rapport à soi, aux autres, au monde et à plus grand que soi. Elle va le déplacer dans un autre domaine et ça pourrait être le travail. Ou inversement, la personne arrête de travailler, elle est licenciée et elle était très, très, très engagée, investie dans son travail parce qu'il y avait une addiction au travail. La personne ne peut plus travailler, elle se met
dans une consommation massive de tabac, d'alcool, mais ça peut être du jardinage, et elle s'investit dans le jardinage ou elle s'investit dans la peinture. C'est moins nocif le jardinage ou la peinture que le tabac ou l'alcool, mais on est toujours dans une addiction. Ce sera une addiction au jardinage, ce sera une addiction à la peinture. C'est pas nocif physiquement, psychiquement, ça a un peu un coût, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de transformation, parce qu'il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de travail psychique. Et on n'est pas, notre collègue disait, est-ce qu'on est dans la fuite de quelque chose? Non, c'est pas que les gens vont fuir, c'est pas un moyen de fuir, d'échapper, c'est sûrement pas l'addiction un moyen de combler quelque chose qui nous manque. Ça, c'est des croyances, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. L'addiction, c'est la meilleure des solutions que la personne a trouvées pour gérer son angoisse d'être un être au monde. On est dans des angoisses qui sont archaïques, qui sont des angoisses proches de la psychose dans l'addiction. Et comment la personne gère son angoisse en prenant de l'externe pour gérer son interne. Ça, c'est un point central. Donc, elle fuit rien, c'est le névrosé qui fuit. C'est le névrosé qui essaie de combler. C'est le névrosé qui essaie d'accumuler. C'est le névrosé qui surconsomme. Là, il peut y avoir surconsommation, mais c'est pour rendre vivante sa vie, c'est pour sauver sa peau. C'est utiliser de l'extérieur, que ça puisse être de l'anorexie, c'est-à-dire utiliser du rien, utiliser de l'hyperalimentation, utiliser de l'alcool, de l'héros, du tabac, utiliser du sport, utiliser du sexe, utiliser du jardinage, tout ça pour venir réguler les angoisses archaïques qui sont les leurs. Il y avait, donc on a des commentaires, Isal dit merci beaucoup Corinne, très intéressant, merci à vous deux. On a Ita qui disait, mince, quand j'écoute ça, je me pose la question de l'addiction au travail, elle doit parler d'elle, alors elle ne doit pas arrêter de bosser. Où pose-t-on la limite? Où est-ce que se trouve, où pose-t-on la limite d'aimer ce que l'on fait? À quel moment on tombe dans l'addiction ou pas? Dans l'addiction quand on ne peut pas s'empêcher d'eux. Est-ce qu'on est addict là? Est-ce que moi je suis addict à Instagram et au regard croisé? Non, j'adore pouvoir partager ces expériences avec des collègues qui viennent nourrir et des praticiens que je vois sur le terrain, euh, comme Eric, qui s'engagent dans leur travail, qui sont dans une recherche constante d'essayer d'attraper un petit bout de cette vérité qui est insaisissable. Donc c'est un intérêt constant d'être là présent, de partager, de publier, d'échanger en formation. Et je ne considère pas ça comme une addiction parce que je peux stopper pour reprendre d'autres expériences de vie et je ne sens pas de l'angoisse et de la souffrance quand je suis hier dans un salon du bien-être. Il y avait un salon du bien-être à Monteuil, il y en avait un autre au Teil. Ben voilà, je rencontrais plein de praticiens du bien-être et j'étais bien. Je me disais pas non, il faut que je retourne au boulot pour commencer à préparer Calliope parce que je sais qu'Albert m'attend, il veut que je réponde, je lui ai pas fait l'évaluation, je lui ai pas envoyé sur Trio tel élément. C'est là que se retrouve, on peut aimer les choses et pourtant pas être dans l'addiction. Voilà, on arrive vers la fin de notre regard pratique. Eric, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager? Écoute, là, rien me vient. Je pense qu'on a fait le tour. Sinon, oui, ça a été fondateur que de rencontrer ton modèle, en fait, sur l'addiction. Très sincèrement, et dans le sens où il y avait des choses, comme je l'ai dit au début, qui émergeaient, qui étaient des marqueurs sans en avoir la véritable compréhension, mais de considérer l'addiction comme une structure psychique à part entière, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est-à-dire que dans l'alliance thérapeutique, euh, ça permet d'apporter un discours auprès des addicts qui est complètement intégratif. C'est-à-dire que là où, dans leur parcours de vie, il y a exclusion, marginalisation, croyance, de leur dire, vous êtes comme ça, c'est votre façon de gérer le monde, on va pouvoir trouver d'autres façons pour alléger tout ça et pour vous accompagner. Mais c'est très intégratif, ça renforce considérablement l'alliance thérapeutique que de porter ce discours-là, qui sont aussi des éléments de psychoéducation.
Et Et il y a ce qui eu est bien, c'est que c'est beaucoup de... intégratif et on n'est pas dans quelque chose de normatif. C'est pas bon si vous consommez ou si vous faites ça ou ça. On n'est pas quelque chose d'exclusif en disant il faut que vous arrêtiez complètement, sinon vous vous en sortirez jamais. C'est-à-dire intégratif parce que vous fonctionnez comme ça, c'est votre spécificité, c'est comme ça que vous sauvez votre peau, c'est comme ça que vous gérez votre angoisse d'être un être au monde. Vous la gérez comme ça et donc c'est possible de l'assouplir, de l'enrichir, de l'expanser afin que votre vie soit plus juste, corresponde davantage à ce que vous voulez vivre. Ouais. Ça nous éloigne des croyances et des peurs, tout simplement aussi, voilà, relatifs à l'addiction et de tous les messages qui ont pu être portés, qui sont souvent très, très négatifs et très, très discriminants. Merci Eric, merci Eric pour Merci à ça. toi. Merci à vous tous d'avoir écouté ce regard pratique. Là, avec Eric, on va se retrouver dans quelques temps sur un et on vous le fera savoir. Donc, pensez à activer les notifications des lives, des publications sur Guillaume Poupard et sur Wainside. Comme ça, vous continuerez à être informé de l'actualité, des regards croisés, des regards pratiques, des conférences qui ont lieu, des moments de travail. Et voilà, merci beaucoup. Merci à ceux aussi qui le regarderont en replay. Merci beaucoup, Eric, pour ce moment de partage. Là, on a nos collègues qui nous font des petits coucou en disant c'était très intéressant, échange très riche. Merci, merci beaucoup. Karine qui nous envoie Merci. des petits cœurs. Merci à vous deux. Et puis à très bientôt. Tiens-nous au courant, Eric, sur ta chaîne YouTube. Non, pas YouTube, Non, sur ta, comment sur dit-on, Insta. sur ton Insta. Je sais pas comment on appelle Sur ça. Insta. Mais quand j'y arrive, quand j'ai le temps, parce que des fois, c'est Sur ton difficile, compte hein. Insta, voilà, continue à nous renvoyer peut-être des images sur les addictions, sur ce qu'on a partagé. On se fait des petits défis comme ça, on envoie des images et peut-être on peut demander à nos collègues s'ils retrouvent S'il y a le quelque rapport au chose. corps, aux autres, au monde, la plus grande que soit, les spécificités. Ok. À bientôt à tous. Belle Merci tout le journée monde. à vous. Merci. Merci Merci Eric. Guillaume.